démocratique du Congo. Des fortes détonations d'armes lourdes entendues dans la cité de Kichanga au Nord Kivu. Des nouveaux affrontements entre FARDC et les rebelles M23 appuyés par le Rwanda sont signalés depuis ce matin aux alentours de Kichanga à environ 70 km de Goma. Top Congo FM. Élection à la fin de cette année en RDC, une organisation de la société civile a lancé à Kinshasa une campagne de sensibilisation contre le glissement. Pour les initiateurs de cette action, le processus électoral doit être surveillé de près parce que l'enrôlement des électeurs est émaillé d'incidents qu'ils jugent inquiétants pour la suite du processus. Top Congo FM. Un incendie à la prison centrale de Goma, la prison de Muzenze au Nord Kivu, c'était la nuit de lundi à ce mardi. Le feu a été maîtrisé par les services anti-incendie, mais des dégâts matériels sont importants. Top Congo FM. C'est demain que va débuter l'opération de démolition des constructions anarchiques érigées près de la rivière Funa dans la commune de Kalamou. Toutes ces constructions seront détruites aux frais de leurs propriétaires sans aucune indemnité. Déclaration du ministre national de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. C'est le langage des armes actuellement entre FARDC contre le M23 soutenu par le Rwanda. Des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce matin aux alentours de Kichanga à environ 70 km de Goma dans le territoire de Massissi, c'est dans la province du Nord Kivu. L'objectif des rebelles, selon certaines sources, c'est de couper la seule voie qui relie actuellement la ville de Goma à la partie nord de la province depuis la fermeture de la nationale numéro 2 qui passe par le territoire de Rutshuru. Correspondance Jonathan Kombi. C'est depuis 5 heures du matin que l'ennemi a tenté de déborder certaines positions de l'armée dans le groupement Bishusha, à la limite entre le territoire de Rutshuru et de Massissi. Nos sources dans la zone renseignent que les forces loyalistes contiennent ces assauts ennemis et les affrontements s'éloignent progressivement de la cité de Kichanga. Toutefois, les détonations d'armes lourdes et légères entendues dans la cité de Kichanga ont provoqué des déplacements massifs des populations vers des localités voisines. Témoignage d'un habitant joint depuis Kichanga. La population de Kichanga s'est réveillée sous la détonation des armes lourdes et légères, une situation qui a causé le déplacement massif de certaines populations, dont certains habitats de Kichanga, certains vers le centre de santé, donc les structures sanitaires, et d'autres à la MONUSCO, et d'autres ont pris la route Kichanga vers Mweso. Et jusqu'à présent, la situation est précaire parce qu'il y a certaines populations, certains habitats qui restent encore dans la zone jusqu'à présent, et d'autres ont pris la direction dans des endroits là où ils jugent un peu sécurisés. Et jusqu'à présent, il se faut attendre toujours des coups de balles, des bombes. Il y a peu, certains habitants de Rutshuru ont alerté sur des mouvements des rebelles du M23 de Nyamilima pour aller renforcer leur position dans la chefferie de Bwito avec objectif de couper la seule voie qui relie Goma à la partie nord de la province Nord Kivu en passant par Kichanga et Mweso et ainsi asphyxier la ville volcanique. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Et à Goma, un corps sans vie a été découvert le matin au quartier Imbi. Selon le chef de ce quartier, c'est un enseignant et le corps de la victime n'avait pas de signes d'étranglement ni des plaies, mais il y avait du sang qui saignait de la bouche et du nez. Autre situation, c'est à Salamabila, dans le territoire de Kabambare, province du Maniema, depuis une semaine. Le chef milicien Maïmaï Malaïka et ses hommes terrorisent la population. Des femmes et jeunes filles habillées en jupes courtes, pantalons ou culottes sont humiliées et fouettées en public. Pour le doyen de la société civile sous antenne de Salamabila, les actes barbares de ces miliciens seraient liés à leurs revendications contenues dans leur cahier des charges présentés au gouvernement congolais et à d'autres parties prenantes. Saïdi Vumba au téléphone de Myriam Iragui. La population ne demande que la paix. Donc on n'a rien d'autre à demander au gouvernement que la paix. Le cahier de charges, le protocole d'accord, la caravane de la paix, l'acte d'engagement, tous ces documents doivent être signés sous l'égide du gouvernement congolais. Et que le gouvernement doit aussi faire une diligence pour que les revendications du groupe armé aujourd'hui de Salamabila puissent être répondues afin que nous vivions la paix. C'est que nous, population de Salamabila, on est en train de demander au gouvernement congolais d'accélérer avec les processus pour que l'histoire prenne fin afin qu'on vive la quiétude à Salamabila. Pour que
les détenteurs d'armes puissent se répondre positivement à la démobilisation. Et après la démobilisation, nous pensons que nous allons vivre la paix. Donc le gouvernement a la charge de sécuriser le réseau de Salamabila. Nul n'ignore que c'est depuis 2016 qu'il y a eu naissance d'un groupe parlant Salamabila, des revendiquants, qu'on appelle Maïmaï Malaïta, qui revendiquaient les droits communautaires par rapport à la société Banoro qui exploitait de l'or à Salamabila. Maintenant, aujourd'hui, le cahier de charges a été déposé à différentes instances, même au niveau international à Nairobi. Voilà des propos recueillis par Myriam Iraghi. Un policier a tiré à bout portant sur 2 tradis praticiens au village Milwale, c'est à 6 km de Kongolo dans la province de Tanganyika. D'après le député provincial Jean-Pierre Kalombola, ces médecins traditionnels ont organisé une fête et ils étaient ivres. Ils ont commencé à se battre entre eux. L'organisateur de la fête, qui n'a pas réussi à calmer les esprits, a fait appel à la police. Ce député de la région renseigne que le policier qui a commis cet acte s'est enfui. Jean-Pierre Kalombola, des propos recueillis par Fabien Kambinzi. Les traditionnels qui ont organisé leur fête de leur manière, et c'est là qu'il y a eu des bagarres entre eux. Alors, parmi eux, celui qui a organisé cette fête s'est trouvé dans l'impossibilité de séparer ou de mettre fin à cette situation. Il a fait appel à la police, mais la police qui est allée sur place là-bas a fait des choses vraiment qu'on ne parvient pas à comprendre. On ne parvient pas à comprendre. La police qui est arrivée là-bas, au lieu de mettre fin au qui s'est passé là-bas, la police a jugé bon de tirer à bout portant à des jeunes gens qui ont succombé. L'un a succombé sur place et l'autre vient de décéder aujourd'hui. Le policier qui a tiré est en fuite. Les investigations sont en train d'être faites. La police est à la recherche de leur confrère qui a fait cet acte ignoble. Vraiment, je mets en garde les autorités parce qu'ils doivent assumer. Le commandant de la police doit assumer ses responsabilités parce que c'est lui le responsable qui a envoyé ces policiers là-bas. Il est déplorable de voir un policier qui est censé garder la personne avec leurs biens, mais la même police qui commence à tirer à bout portant, c'est-à-dire que ce policier n'a pas été éduqué. Des propos recueillis par Fabien Kambizi vers le retour de la paix dans la province de l'Ituri après la milice Codeco et FPIC. C'est le tour du MAPI, Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, de signer l'acte d'engagement de cessation des hostilités. C'était hier devant la notabilité, le comité provincial de sûreté, en tête le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Suivez tour à tour le porte-parole de MAPI et le gouverneur militaire qui se félicite de cet acte. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement provincial de l'Ituri par la prémisse de son Excellence, Monsieur le gouverneur Johnny Luboya Kachama, pour les efforts consentis afin de procéder par un moyen de la sensibilisation de différents groupes armés en province de l'Ituri et les initiatives de paix par lesquelles toutes les communautés sont appelées à adhérer pour qu'une paix durable règne en province de l'Ituri. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Ceux qui sont restés à côté sont venus et ont accepté aussi de signer un acte d'engagement. Nous sommes complets parce que tous les groupes armés que nous avions ici, le groupe d'autodéfense et tout, sont présents. Et donc, nous pouvons cheminer ensemble. Et aussi, je pense que c'est un jour de réconciliation. Parce que le fait qu'ils étaient à l'écart, cela signifiait qu'ils avaient encore des revendications ou qu'ils avaient aussi des réclamations contre les autres. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont rejoints et donc c'est un grand jour de réconciliation. Voilà, des propos recueillis donc par notre permanent sur place. C'était le 24 février, il y a 4 ans, que Félix Tshisekedi est à la tête du pays. 4 ans après, pour l'UDPS et les partis alliés au pouvoir, le bilan est positif. À l'opposition, par contre, rien ne va dans le pays, le bilan est négatif. Il y a 4 ans, la RDC a vécu la première alternance pacifique. L'événement était historique après 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila. Mais dans l'est de la RDC, la question de l'insécurité n'est toujours pas réglée. Au Nord Kivu, le vice-président de la société civile, Edgar Matesso, voit l'espoir de la population pour la paix s'envoler. Edgar Matesso, joint par Myriam Bokechou. Depuis le début du mandat de président de la République, la situation sécuritaire de la partie est ne cesse de s'empirer. Nous n'avons pas encore réussi à récupérer les territoires de Rutshuru qui est sous le contrôle du M23. Et même les parties dites libérées sont entre les mains de la force régionale de l'EAC, dont les FARDC n'ont pas accès malheureusement.
Le problème, c'est que le chef de l'État a focalisé la politique de sa gouvernance sécuritaire sur l'extérieur, sans plus compter sur la réforme de l'armée et les fils du pays. Il a fait venir les militaires ougandais, l'activisme de l'ADF continue, les Tanzaniens, les Kenyans, les Burundais. Entre-temps, les M23 continuent. Nous sommes en train de penser qu'il n'y a pas des étrangers qui viendront mourir pour notre pays tant que nous-mêmes, nous ne prendrons pas notre pays en charge. Essayer d'extirper de l'armée tous ceux qui l'ont infiltré et ceux qui détournent les objectifs militaires contre la République. C'est un bilan difficile à qualifier, on dirait mitigé. Chez nous, la situation reste inchangée. Bien au contraire, elle s'empire au jour le jour. Edgar Matesso de la société civile, noté qu'à l'UDPS, le parti présidentiel en place cette journée sous les signes de la méditation. Des cultes d'action de grâce sont prévus ce mardi dans toutes les provinces. Élection à la fin de cette année en RDC. Le calendrier de la CENI a déjà été publié, mais une organisation de la société civile a lancé à Kinshasa une campagne de sensibilisation contre le glissement. C'est l'organisation Vigilance citoyenne électorale dirigé par Maître Hervé Diakessé, qui est proche de l'opposition. Pour les initiateurs de cette campagne, il faut surveiller de près le processus électoral parce que l'enrôlement des électeurs est émaillé d'incidents inquiétants pour la suite du processus électoral. Maître Hervé Diakessé. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, la manière dont l'enrôlement se passe de manière totalement insatisfaisante, les prolongations qui en découlent, il y aura une incidence sur la durée du mandat du chef de l'État puisque le calendrier électoral va connaître un aménagement. Et nous ne pouvons plus subir ce genre de chantage. Entre le fait que la CENI dit au peuple congolais, si vous voulez des élections dans les délais constitutionnels, vous les aurez alors dans des conditions totalement inacceptables, ou alors sinon, attendez les bonnes élections, mais alors au calendrier grec. Nous disons qu'il nous faut des très bonnes élections, selon les standards internationaux. Nous en avons payé les prix du sang, mais on n'a pas à nous obliger à choisir entre les glissements et les bonnes élections. À une année de la fin officielle de ces mandats de l'actuel chef de l'État, parler des glissements, n'est-ce pas tôt? La CENI elle-même organise le premier glissement de son calendrier d'identification et d'enrôlement. Ça aura une incidence forcément sur les calendriers électoraux. Maître Hervé Diakessé au micro de Barik Bouema. 2 semaines après la démission de Richard Mouyej à la tête du gouvernement provincial de Lualaba, le cadre de concertation de la société civile appelle à l'organisation d'une nouvelle élection. Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, les membres de cette plateforme et ceux de l'initiative pour la bonne gouvernance et droits humains rappellent que le gouvernement provincial démissionnaire devrait se limiter à l'expédition des affaires courantes. Du côté gouvernement provincial, on s'est dit serein et concentré au travail. On fait le point avec Timothée Prince Odia. Dans cette lettre ouverte adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, cadre de concertation de la société civile du Lualaba et l'AS Belle Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains plaide pour l'encadrement des actions du gouvernement provincial réputé démissionnaire. Maître Dona Kamboula est le porte-parole des signataires de la lettre. La loi dit un gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes, mais nous voyons que plusieurs projets sont initiés au-delà des affaires courantes et malheureusement, ce sont des projets qui souffrent de plusieurs maux, si je peux le dire ainsi. Pour éviter tout acte de débordement dans la gestion de la chose publique, il est important que le vice-premier ministre puisse interpeller ceux qui gèrent la province. Selon ces 2 plateformes de la société civile, l'élection des nouveaux dirigeants doit avoir lieu conformément aux lois du pays. On puisse organiser un nouveau scrutin pour le remplacement régulier et légal du gouvernement provincial. Le gouvernement qui ne s'étonne pas de cette lettre ouverte dit être concentré au travail. Josué Mouyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial de Lualaba. Ça ne nous étonne pas. On ne peut pas nous inquiéter. Nous sommes concentrés au travail. Le gouvernement Masuka est concentré à mettre en œuvre davantage la volonté politique du chef de l'État dans cette partie de la RDC. Vous avez suffisamment d'informations sur la personne de Marie-Thérèse Masuka. Depuis que les élections ont commencé dans ce pays, elle n'a jamais échoué. Même dans des contextes très difficiles. Si vous voulez être candidat, vous utilisez la casquette de la société civile. Il faut être honnête, la société civile est apolitique. Kolwezi Timothée Prince Odia, Top Congo FM.
Préparatif de l'arrivée du pape François en RDC, que doivent faire les jeunes pour la réussite de la visite du Saint-Père? Pour Titi Mavula Eric, président national du mouvement des jeunes laïcs et interconfessionnels pour les changements, les jeunes doivent plutôt participer activement à toutes les activités prévues. Il s'agit notamment de la célébration de la messe qui aura lieu à l'aéroport de Dolo et de la rencontre au stade des Martyrs. Il plaide auprès des employeurs du secteur privé pour qu'ils s'accordent une dérogation aux jeunes, qu'ils emploient afin de leur permettre de communier avec le pape. Titi Mavula Eric au micro de Mami Chela. Et nous jeunes Congolaises et Congolais, nous sommes chanceux de voir en personne sa sainteté le pape François, qui est le successeur de Pierre. C'est pourquoi je profite de votre micro pour demander à tous les jeunes, catholiques et non catholiques, que nous puissions nous réunir autour du Saint-Père le 2 février au stade des Martyrs, ainsi que le 1er à la Sainte Messe qu'il va, n'est-ce pas, dire à l'aéroport d'Ndolo. Vous savez que le thème de la réconciliation que le pape va dire qu'il va exposer devant le public congolais, c'est un thème qui nous intéresse plus, nous les jeunes. Lorsqu'on parle de la réconciliation, c'est-à-dire il y a une fraction. C'était Titi Mavula Eric au micro de Mami Chela. La RDC a désormais sa première école des mines et de l'industrie. Elle a été officiellement lancée lundi à l'université de Kolwezi dans le Lualaba. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a présidé la cérémonie. Mouindo Zangui demande à la communauté scientifique de faire bon usage de cet établissement créé suite aux recommandations des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en vue de répondre aux exigences de l'emploi et des milieux naturels des jeunes apprenants. Il est sur des propos recueillis par Trésor Kiombo. Nous venons accomplir ici à Kolwezi un acte de haute portée qui porte l'acte 1 de la grande réforme que nous avons faite, la réforme ILMD. C'est-à-dire, on crée une école, la haute école de mines et d'industrie. Une école qui va former les étudiants à la demande des miniers, à la demande des industriels, pour qu'à quittant l'université, ils soient orientés directement vers le monde professionnel, vers les emplois. Nous devons avoir un enseignement, et c'est ça la professionnalisation, qui nous envoie directement dans les entreprises, puisque nos parents, lorsqu'ils payent les frais académiques, ils ne les payent pas pour qu'à la fin, nous puissions vendre des unités de sport. Il faut qu'ils soient rassurés qu'à la fin de notre cycle académique, nous allons exercer des emplois et que nous allons participer à l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est ça le résumé de la vision du chef de l'État en matière d'enseignement supérieur et universitaire. Cette école que nous allons réaliser ici en collaboration avec les universités européennes, elle va donner un diplôme qui a une valeur supérieure. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Zangui. Les enseignants des écoles publiques et conventionnées maintiennent leur mouvement de grève, annonce faite après une réunion d'évaluation de la première phase de cessation des activités pour 7 jours. Le SIECO et Sinecat persistent qui ne peuvent pas lever la mesure. Écoutez Christophe Kanyambwe, secrétaire permanent du SIECO de la sous-division de l'EPST Nord Kivu 2. Il est au micro d'Erickson Louembwe. Alors nous réclamons les 20 000 francs des frais de gratuité aux enseignants de l'école primaire. Il y a aussi le 30% que le gouvernement avait promis donner à tous les enseignants, que ce soit du primaire et du secondaire, pour majorer leur salaire. Et nous réclamons aussi l'implantation de la mutuelle de santé. Là c'est maintenant au niveau local. Nous avons été déjà identifiés par cette mutuelle. Nous avons même des cartes biométriques. Une zone est tellement sinistrée où nous ne savons pas aller au champ, nous ne savons pas faire le commerce. Nos marchés sont brûlés, nos champs nous sommes
sommes chassés de nos chats. Au lieu que le gouvernement songe à venir nous implanter la mutuelle de santé pour recevoir les soins gratuits. Et nous sommes en train d'apprendre malheureusement qu'ailleurs cela est en train d'être fait. Et nous nous posons la question, est-ce que le ministre par exemple de l'État, Dino de Sankara, est-ce qu'il connaît qu'il est ministre de nous tous? Pourquoi il a accepté d'aller implanter la mutuelle au sud Kivu et nous sommes une province voisine et n'est pas passé à la province du Nord Kivu alors que nous souffrons énormément, il connaît, il est informé. Est-ce que vraiment il nous reconnaît aussi de la RDC? Donc c'est autant de points qui nous ont amenés à déclencher le mouvement de grève. Encadrement et formation des jeunes de Bandundu-Ville dans la province du Kwilu, la fondation Feza Mangai en fait son cheval de bataille. 300 jeunes désœuvrés sont encadrés dans l'agro-business, la menuiserie, la maçonnerie et d'autres secteurs pour les rendre plus utiles à la société. Et le président ou la présidente venue de la diaspora pour répondre à l'appel du chef de l'État, Feza Mangai, annonce pour ce samedi sa descente à Bandundu-Ville pour le lancement de plusieurs autres projets en faveur de la population. Feza Mangai au micro de Osé Mandanza. Alors nous avons comme mission et objectif l'encadrement des jeunes. Aujourd'hui on a des jeunes qui sont désœuvrés, qui sont dans la rue. Nous essayons de les encadrer. Nous travaillons dans l'encadrement, dans la formation. Encadrer les jeunes, en quoi faisons concrètement? Alors encadrer les jeunes, c'est-à-dire nous avons plusieurs paramètres qu'on va utiliser pour encadrer les jeunes. Il y a la formation et l'encadrement. La formation, nous allons les former sur la menuiserie, l'agriculture, sachant que nous sommes dans le Grand Bandundu, une province à vocation agricole. Quand je dis l'agriculture, c'est l'agronomie, le vétérinaire, des formations vraiment très appropriées. Et la menuiserie aussi, maçonnerie. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, vous êtes de la diaspora. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter votre zone de confort en rejoignant les jeunes, pas de Kinshasa, mais du Bandundu? Pourquoi avoir choisi seulement la zone du Bandundu? Vous savez, le cœur bat toujours quelque part. À un moment dans la famille, si on a une personne qui est malade, tout le monde souffre dans la famille. On ne se dit pas, je suis dans mon confort, lui souffre, il est malade, c'est son problème. Non, c'est pour ça, moi je pense que la jeunesse de mon pays mérite aussi beaucoup que les autres jeunes. Et j'ai regardé par rapport à l'encadrement de la jeunesse en Europe, j'ai voulu aussi ramener ces savoirs, ce que j'ai vu là-bas, dans le Grand Bandundu. Pourquoi pas le Congo tout entier un jour? Une action posée dans le Tchouapa pour le déplacement des militants du parti présidentiel UDPS, grâce notamment à une donation reçue par la fédération de l'UDPS Tchouapa 1 à Bouendé. Il s'agit de 40 vélos pour la mobilité de ses membres. C'est Félix Bossekota, membre de l'Union Sacrée, qui a remis ces vélos. Il a également réhabilité une route de desserte agricole importante dans cette partie du pays. Détail José Ipachi. Il estime avoir fait sa part pour soutenir son parti l'UDPS Tchouapa, surtout à Bouendé. Félix Bossekota l'a dit en offrant ses vélos au président fédéral de Tchouapa 1, Dominique Bembale. Si vous ne le saviez pas, je suis fils maison. Sans avoir beaucoup à dire, j'offre ces vélos pour vos différents déplacements. Dominique Bembale, ayant réceptionné ces vélos, a placé cette donation comme une première dans l'histoire de cette fédération de l'UDPS Tshisekedi. Franchement, c'est pour la toute première fois qu'un fils du terroir de l'UDPS puisse songer à nous doter d'un important matériel comme 40 vélos. C'est inimaginable. Donc, ce faisant, notre frère, notre combattant a appuyé le parti. Il a donc vraiment répondu à l'appel du président de la République lors de notre dernière réunion à Kinshasa il y a une semaine. Nous avait dit qu'on appuie les gens qui nous appuient. Et lui nous appuie. Voilà, comme il nous appuie, vraiment c'est très bien. La population de Bouendé, contente de la réhabilitation de la route en terre battue par cet entrepreneur dans cette partie de la Tchouapa, l'avait accompagné avec chant d'allégresse à son enrôlement. On revient à Kinshasa pour parler de l'ONG au secours de la RDC. Après plusieurs activités au camp Lucas, cette ONG veut enregistrer
des nouveaux membres avant de mettre en place un nouveau programme de développement dans ce quartier, dans la commune de Ngaliema. Le week-end dernier, la coordonnatrice nationale Monique Mbombo Sekana s'est entretenue avec les habitants du camp Luka et des cartes d'adhésion ont été distribuées. Détail, Dieu merci, Loussa Koumono. Au menu des activités de développement prévues par la structure, il y a les métiers pouvant rendre les femmes autonomes, notamment la formation en coupe et couture, l'auto-école et l'esthétique. Loin d'être un slogan, au secours de la RDC, et cette structure dévouée à voler au secours de ceux qui manquent. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur les habitants des camps Luka, selon la coordonnatrice nationale Monique Sekana. J'aime bien les gens des camps Luka et puis ce sont mes préférés. Ils m'aiment aussi beaucoup. Comme ce sont souvent des gens un peu minimisés, on les maltraite. Beaucoup de gens ne les aiment pas. Ce sont des gens qui sont souvent en besoin. C'est pour ça que je suis venu ici. Au secours de la RDC vient en aide aux orphelins en prenant en charge leurs frais scolaires. Il soutient aussi les veuves et organise des formations de métiers. Cette initiative, le souci que se fait Monique Sekana, ne laisse pas indifférents les bénéficiaires. Je suis très contente parce que maman Monique a fait une chose là que nous tous, le maman, nous avons beaucoup aimé. Et moi, c'est la toute première fois que je puisse la voir. En tout cas, que Dieu la bénisse, qu'elle lui donne encore beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Créée en 2015, l'ONG au secours de la RDC a pour objectif d'encadrer les femmes et jeunes afin de pouvoir assurer leur réinsertion professionnelle. Et l'immeuble Dikin de l'homme d'affaires congolais Didas Kinwani est toujours à la base d'un conflit. Il y a un bras de fer entre les parties qui sont en justice. Il y a également des déguerpissement des habitants dans cet immeuble. Le week-end dernier, les éléments non notamment identifiés ont fait irruption dans le bâtiment. Les occupants ont été chassés. Tout accès à l'immeuble est strictement interdit. En réaction, les avocats de l'homme d'affaires congolais Didi Kinwani, victime de cet acte, parle d'un acte de sabotage qui viole les décisions de la justice. Maître Kale Kabongo au micro de Osé Manzanza. Ce qu'il en est dans ce dossier, c'est que pour déguerpir un individu, il faut avoir des soubassements juridiques. Quand il s'agit d'une parcelle, il faut avoir un titre de propriété et il faut que le titre ait été obtenu illégalement. À ce jour, sur la parcelle dont litige, il n'y a qu'un seul titre de propriété, il appartient à M. Kinwani. Il a été dressé par le conservateur sous l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa-Matete le 7 septembre 2022. Alors le conservateur a exécuté, il a établi un titre. M. Kinwani a obtenu ces titres-là et a fait déguerpir tous ceux qui occupaient la parcelle sans document. Alors entre autres, il y a tous ceux qui ont fait des vidéos hier, ils ont utilisé la police, manipulé l'opinion, mais ils n'ont aucun titre de propriété. Je les mets au défi de vous brandir leur titre. Alors pourquoi est-ce que des personnes viennent vous déguerpir alors que vous êtes détenteur du vrai titre de propriété comme vous affirmez? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes dans ce pays qui s'estiment ou qui se pensent encore dans le régime passé où il y avait des abus de droit, ils se sentent protégés par certaines autorités, ils se donnent le droit de déguerpir un individu qui est détenteur des titres de propriété. Nous faisons appel à l'autorité suprême du pays de faire appliquer l'état de droit. Parce que comment une personne qui a des titres de propriété peut se faire déguerpir dans sa propre parcelle alors qu'il n'y a aucun document qui conteste sa propriété? Comment se présente la situation des marchés des biens et services dans la province du Kasaï oriental? On parle d'une hausse généralisée des prix. La surchauffe sur le marché des biens et des services est constatée dans plusieurs localités, et principalement dans la ville de Mbujimaï, qu'il s'agisse des produits manufacturés que des denrées de grande consommation. Ce sont les prix de la farine, de froment, du sucre et plusieurs autres produits qui viennent de Kinshasa ou Lubumbashi qui ont sensiblement augmenté. Un sac de farine de froment se vend à $75, qui se vendait à $75 est passé à $100 américains. Et c'est aussi le prix de la boisson. D'autres détails, on va écouter le directeur de l'AFEC, Dominique Ilunga, des propos recueillis par notre permanent Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, c'est le jeu de ping-pong entre les opérateurs économiques et la SNCC. Combien vous coûte un sac de farine de froment aujourd'hui? C'est presque $120. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Combien vous coûte un sac de sucre? Aujourd'hui, le verre vous revient à 1500 francs. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Une bouteille de bière, c'est déjà 9000, 9500, 8000. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas sur le terrain. Et tout ça nous revient par la SNCC.
Et nous pouvons parcourir avec vous, je peux vous amener auprès de ces opérateurs économiques. Tous, ils ont payé, mais il n'y a pas de wagons pour pouvoir transporter. Que dire alors? Il n'y a pas assez de conteneurs, il n'y a pas assez de wagons, il n'y a pas assez de locomotives en état pour pouvoir tracter. La capacité de traction de la SNCC est tellement réduite. Et là, il faudra que l'État propriétaire de cette société agisse. Contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles et tout matériel roulant d'occasion à l'importation dans la province du Congo central. La délivrance du bon de sortie de ces véhicules au port de Boma ne se fera désormais qu'à la condition de la délivrance du résultat de contrôle technique d'après un arrêté signé par le gouverneur de province Guy Bandou Dungidi. Cette décision se justifie par le fait que le contrôle technique obligatoire en RDC permettra de diminuer la flotte des véhicules en mauvais état à l'origine des nombreux accidents, notamment sur les infrastructures routières de la province. Les prestataires de soins affectés à la riposte contre la COVID-19 ne décolèrent pas. Ils sont finalement descendus dans la rue ce mardi après l'échec des discussions entamées vendredi dernier entre le secrétariat technique, ministère des Finances et Inspection générale des Finances sur le paiement des arriérés de la prime. Ces prestataires de COVID-19 ont décidé d'observer un sit-in devant le bureau de l'Inspection générale des Finances à Gombe. C'est pour réclamer leur enveloppe. Écoutez Dr Kalombo Poyi, l'un des délégués des agents de la riposte, au téléphone de Peggy Wabeno. Nous avons vu l'inspecteur général adjoint, celui qui nous a reçus, nous avons posé notre problème. Ce qui nous a amené ici, c'était les déclarations faites sur les médias par le ministre des Finances, déclarant que non, c'est l'IGF qui lui a demandé de ne pas payer les primes des prestataires. C'est ainsi que nous sommes venus ici à la source pour connaître si ces déclarations sont réellement vraies ou ce sont déclarées seulement à la radio. Nous sommes venus ici, on nous a reçus, on nous a fait voir noir sur blanc que nous n'avons jamais fait un document. Nous n'avons jamais interdit au ministre des Finances de pouvoir payer les primes des prestataires. Voilà, c'est en conclusion ce qu'il nous a dit. L'étape suivante, c'est suivre maintenant entre le ministère des Finances et notre ministère des tutelles, qui est le ministre de la Santé. Parce qu'il doit aussi s'impliquer dans ce problème ici. Il ne va pas nous laisser seuls. Ici, on nous a dit que non, ils n'ont pas permis, ils n'ont pas interdit la paie de nos primes. Le ministre des Finances, il a les documents entre ses mains. C'est lui le ministre des tutelles, c'est lui notre père quand même. Il doit quand même s'impliquer dans ces problèmes afin que nous puissions trouver la solution qu'on nous paye. Docteur Kalombo Poyi au téléphone de Peggy Wabeno. Contrôle technique, on a dit, des véhicules automobiles et tout matériel roulant d'occasion à l'importation de la province du Congo central. La délivrance du bon de sortie de ces véhicules au port ne se fera désormais qu'à la condition de la délivrance du résultat de contrôle technique d'après un arrêté signé par le gouverneur de province Guy Bandou Dungidi. C'est demain que va débuter l'opération de démolition des constructions anarchiques érigées près de la rivière Funa dans la commune de Kalamou. C'est à Kinshasa, toutes ces constructions seront détruites aux frais de leurs propriétaires sans aucune indemnité. Précision apportée par le ministre national de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou. Le gouvernement provincial prévient déjà que les bulldozers vont passer en action ce mercredi. Écoutez le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou. J'ai toujours dit et je ne le répéterai jamais assez, on ne peut pas construire sur les servitudes publiques ni sur les berges et on ne peut pas construire sur les lits des rivières. Tout celui qui ose construire, on l'appelle le constructeur de mauvaise foi et la démolition devrait être à ses frais. J'ai répété ça plusieurs fois. Vous m'avez vu la dernière fois à Ngaliema, à Bandalungwa, à Kitambo pour aller implorer la bonne foi de nos compatriotes pour qu'on ne puisse pas construire sur ce qu'on appelle des zones non édificantes, donc les zones inconstructibles. Alors, vous parlez démolition. Est-ce que vous pensez délocaliser ou indemniser les victimes? Il y a une loi qui interdit de construire sur les servitudes publiques, sur les berges des rivières et sur les lits des rivières. Donc, tout celui qui construit sur ces endroits-là, on l'appelle endroit un constructeur de mauvaise foi. Donc, la démolition devrait être à ses frais. C'est pour nos compatriotes. Le président de la République a envie de voir ses compatriotes vivants et non morts. On ne peut pas construire à moins de 10 mètres, pas moins de 10 mètres.
Le ministre Pius Mwabilou au téléphone de Osé Manzanza. Une nouvelle boisson à consommer à Kinshasa, c'est le produit Yuzu présenté par la société Bracongo. La présentation a eu lieu au musée national de Kinshasa. C'était en présence des chevaliers de la plume. Détail, Rachel Insioué. Yuzu, fantastique. Ceux qui ont eu à goûter à cette boisson affirment qu'elle a un goût exceptionnel, à l'exemple de Mathieu Mbala, l'un des consommateurs qui était présent lors de sa présentation. Bon, j'avais senti un peu saveur, c'est quand même bien consommé. Même les diabétiques peuvent aussi le consommer parce que je n'ai pas vraiment senti même les sucres là. Donc c'est fantastique. À travers Yuzu, la Bracongo a voulu apporter une recette unique, originale aux Congolais. Ce, après avoir mené une enquête auprès de la population. Question de connaître ses préférences. C'est ce qu'a dit Hélène Kitenge, responsable de marque à la Bracongo. On vient apporter vraiment le côté recette unique quand même, un nom plutôt original quand même, parce que je crois que Yuzu ça sort un peu des sentiers battus. Au préalable, on fait des enquêtes sur le terrain, on prend connaissance des choix, des goûts des consommateurs, et c'est un peu tous ces détails qui définissent ce que va être la nouvelle recette. C'est le cas donc pour Yuzu et c'est le cas pour tous les autres produits qu'on a eu à lancer. La bouteille de 30 centilitres est à 1000 francs, la bouteille de 50 centilitres est à 1300 francs. Pour les tenanciers, donc les responsables des débits de boissons, le casier de 20 bouteilles est à 21 650 et le casier de 24 bouteilles, donc le format 30 centilitres, est lui à 20 000 francs. Yuzu sera disponible dans le Orkin et les autres villes. Donc que les consommateurs là-bas ne soient pas inquiétés, ils vont vraiment être servis. Avant d'être lancé en RDC, Yuzu était déjà consommé dans d'autres pays africains. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence, utile de Kinshasa. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des fortes détonations d'armes lourdes entendues dans la cité de Kichanga, au Nord Kivu. Des nouveaux affrontements entre FARDC et les rebelles M23 appuyés par le Rwanda sont signalés depuis ce matin. C'est aux alentours de Kichanga, à environ 70 km de Goma. Top Congo FM. Élection à la fin de cette année en RDC. Une organisation de la société civile a lancé à Kinshasa une campagne de sensibilisation contre le glissement. Pour les initiateurs de cette action, le processus électoral doit être surveillé de près parce que l'enrôlement des électeurs est émaillé d'incidents qu'ils jugent inquiétants pour la suite du processus. Top Congo FM. C'est demain que va débuter l'opération de démolition des constructions anarchiques érigées près de la rivière Funa dans la commune de Kalamou. Toutes ces constructions seront détruites aux frais de leurs propriétaires sans aucune indemnité. Déclaration du ministre national de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Myriam Iragi, Dieu merci, Lusakumunu, King Monga, Myriam Bokechu, Osé Manzanza, Trésor Kiyombo. Journal mis en onde par Chris Bivoula et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Théo Lusakweno, Dani Zayobi, Didi Binsika et Patrick Mungongo. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.